Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine de ce dimanche 16 janvier 2022. Cela dit, dans le cadre de la visite de travail du président de la République, Bazoum Mohamed, du 17 au 18 janvier prochain à Tawa. Les autorités de la région de Tawa, en tête le gouverneur Issa Moussa et le président du conseil de ville de Tawa, Abdelraouf Dodo, ont animé un point de presse sur l'état des préparatifs de cette visite officielle. Un extrait avec le président du conseil de ville de Tawa, Abdelraouf Dodo. Donc l'appel, d'abord je commence par vous remercier pour avoir vraiment des personnes spontanées saisi l'occasion de nous demander de nous représenter par rapport à l'arrivée de son Excellence, le président de la République, chef de l'État. Ça, j'ai dit qu'avant de commencer, son Excellence est venu chez lui. Il est venu vraiment, c'est une question de retrouvailles. On ne dira pas que c'est un étranger ou c'est un autre qu'on accueille, mais Tawa encore accueille pleinement vraiment son propre citoyen, le citoyen du Niger, le citoyen de la République et un homme d'État. Il vraiment mérite un accueil sans précédent pour la ville de Tawa. La ville de Tawa, avant de commencer, commence à faire sa toilette. Elle fait sa toilette puisque vous savez, généralement c'est un jour de fête. À la veille de la fête, on commence à, même la famille commence à faire le ménage pour que chacun sorte avec une belle figure, une bonne physionomie souriante pour vraiment accueillir les différentes fêtes. Donc nous, aujourd'hui, Tawa est en train de faire sa toilette, toute la population est en train de s'activer. Et d'ailleurs, tout de suite, lorsque nous avons appelé, on était sur le terrain en train de continuer les questions de salubrité pour vraiment rendre notre ville propre, pour qu'à l'arrivée de notre hôte, qu'ils sentent vraiment que c'est l'engouement, c'est leur volonté, c'est un mouvement d'ensemble pour vraiment assurer un accueil sans précédent, un accueil inédit et un accueil, je vous assure, vous allez voir, peut-être s'il y a des notes à donner, je suis persuadé qu'on sera le premier au Niger pour l'accueil qu'on va réserver demain à notre hôte, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Donc, à travers sa délégation, je rappelle à tous les citoyens que dans cette délégation, il est accompagné d'une forte personnalité. Et d'abord, je vais commencer, puisqu'elle ne peut pas faire le ménage sans avoir la patronne du ménage derrière. Donc, il y a son Excellence, sa femme, la présidente de la Fondation Nour, qui va être là. Et je souligne au passage que les femmes aussi, et nous-mêmes les hommes, on est vraiment à pied d'œuvre pour assurer leur accueil. En marge aussi, il y a les hautes personnalités qui sont derrière vraiment son Excellence. Je citerai au passage Kassoum Mokhtar, vous avez mon Sani et Diaba, vous avez aussi mon ami Salah Habib qui est dedans, et vous avez le grand frère Al-Badi Abouba.
C'est pour dire, à travers vraiment les citations que je fais, que l'accueil ne sera pas un accueil partisan. C'est un accueil de tous les Nigériens, puisque le message que porte son Excellence concerne vraiment tout le monde, à plus d'un titre. Donc c'est pour cette raison, je lance un appel aux gens qui sont de passage à Tawa, ceux qui sont résidents à Tawa, et ceux qui sont même loin. En ma qualité de président de l'association des maires du Niger, j'ai lancé des appels jusqu'à Diva. J'espère qu'ils sont en train de m'écouter. On a dit il faut venir. Puisque nous-mêmes on était à Ingala, on était à Tilaberi, on était à Agadez. Donc c'est un appel qu'on a lancé. Et déjà toutes les élites s'activent. J'espère que vous êtes là avec nous. Vous devez le constater, que l'accueil déjà des signes précurseurs de cet accueil sont en train de se dessiner et vous allez voir ce qui va se passer. Et on a bien voulu faire un accueil assez décoratif, mais des contraintes sécuritaires aussi on nous a un peu ralenti. Sinon vous allez avoir des chameliers qui devaient même défiler, mais les contraintes de temps et le programme de son Excellence étaient tellement serrés. Et on fait l'économie, mais de toutes les entrées de la région d'Ottawa, de Tassara jusqu'à Bagaroua, de Bagaroua, de Kony jusqu'à Tilia, tout le monde va être là demain. Donc vraiment, on se félicite et nous sommes vraiment avec vous. Et la visibilité, c'est vous, en tant que quatrième pouvoir. Je suis persuadé que vous allez transmettre ce message assez lointain pour que la fête soit belle. Voilà. Point de presse conjointe du ministre de l'élevage et porte-parole du gouvernement Tijani Abdelkadri et du procureur de la République sur l'affaire de saisie de drogue à Agadez par les agents de l'OCRITIS. Un extrait de leur intervention au micro de Alouma Massani. Cette conférence de presse conjointement animée par le ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement, et le ministre de l'Intérieur est née de la volonté du gouvernement de mieux communiquer sur la situation du trafic de drogue dans notre pays. Le ministre porte-parole du gouvernement a ainsi retracé les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le trafic, tout en rappelant la création de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRITIS qui, depuis sa création en 2015, ne cesse d'œuvrer dans le cadre de cette lutte. Durant donc près de 6 ans, cet office a laborieusement travaillé. Le gouvernement l'a accompagné en le dotant de personnes, des ressources humaines nécessaires, des équipements et de tous les moyens pour lui permettre de travailler dans des conditions acceptables. Contrairement à ce qui est répandu, depuis 2015, des quantités importantes de drogue, d'autres stupéfiants et de biens, de l'argent et des armes ont été opérés par cet office. Après une brève présentation, les journalistes présents pour la circonstance ont eu droit à poser des questions auxquelles les deux ministres ont apporté des réponses précises. Une des questions est relative à l'implication des officiels. Je pense que le mot peut-être est, à mon sens, un peu pas très indiqué. Disons qu'il y a un élu qui a été interpellé et qui se trouvait dans le véhicule, effectivement. Mais comme vous le savez, la loi, elle est claire. Et la loi, elle s'applique à tous. Il n'y a pas de citoyen particulier face à des infractions ou à des délits. Donc la loi sera appliquée dans toute sa rigueur par rapport à qui que ce soit qui aurait commis une faute. C'est vrai, comme vous le relevez, c'est dommage que ce soit un représentant d'une communauté qui n'a pas su mériter la confiance que les populations ont eue à son endroit en l'élisant comme le représentant qui se retrouve impliqué dans ce trafic-là. Mais la loi lui sera appliquée dans toute sa rigueur et qui que ce soit qui sera impliqué
ben, la personne fera face à la justice et à la justice dans toute sa rigueur. Le ministère de l'Intérieur s'engage à donner tous les moyens à cet office qui fait ses preuves depuis qu'il est mis en place. Parce que la drogue, vous ne pouvez pas la traquer si vous n'avez pas de capacité vous permettant de vous renseigner. Donc, ces agents ont la plénitude de pouvoir pour agir. Ça aussi, c'est très important. Ils n'ont aucune limite, aucune forme de limite dans l'exercice de leur fonction. C'est très important à savoir. Maintenant, l'utilisation de certains véhicules officiels, tels que ce qui est arrivé la dernière fois, l'utilisation donc du véhicule de la mairie ou des ambulances, etc., etc. La solution, c'est comme le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir renforcer les contrôles à tous les points de contrôle. Quant au procureur de la République, il s'est lui appesanti sur la question de l'incinération de la drogue saisie. Le procureur de la République peut, à travers une requête, demander au juge d'instruction l'autorisation de procéder à l'incinération de la drogue qui a été saisie. Et lorsque le juge d'instruction estime que la requête du procureur de la République est fondée, il prend une ordonnance aux fins d'autorisation de procéder à l'incinération pendant que le dossier est en instruction. Et vraisemblablement, en ce qui concerne les dossiers en cours, nous sommes inscrits, monsieur le ministre, dans cette logique. La requête a déjà été formulée. Nous attendons la réponse du juge en charge du dossier et nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que la même transparence qui a caractérisé le traitement de ce dossier, de bout en bout, il y a eu des PV, il y a eu des tests et des témoins ont été invités pour assister à ces vérifications. La même transparence va caractériser le prélèvement de l'échantillon qui sera fait en application de l'article 140 de la même ordonnance que j'avais citée. Et la même rigueur, la même transparence va aussi caractériser le transport de cette drogue au site de l'incinération, la manière dont l'incinération va être effectuée. À la fin de cette conférence, le ministre porte-parole du gouvernement a réaffirmé l'engagement du gouvernement à intensifier les efforts pour traquer et traduire devant les tribunaux tous les acteurs et complices de trafic, car ils constituent, dit-il, une menace pour la paix et la sécurité de notre pays. La suite de cette rétrospective de la semaine avec cette réunion d'information et de sensibilisation à la Chambre de commerce d'industrie du Niger sur la loi de finances 2022. Et c'était le jeudi dernier en présence de nos reporters Ibrahim Abdelkader et Abdelraouf Dayawa. Cette réunion d'information et de sensibilisation à la Chambre de commerce et d'industrie est initiée par le Centre de gestion agré de Niamey en collaboration avec le cabinet fiduciaire Conseil et Audit et qui rentre dans le cadre des nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi de finances pour l'année 2022. Il vous souviendra certainement de cette loi adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République et publiée au journal officiel en date du 31 décembre 2021. Il s'agit bien sûr de la loi numéro 2021/050 du 20 décembre 2021. Comme on est en début d'année avec l'application de la nouvelle loi de finances, on a souhaité faire un rappel sur les dispositions antérieures pour montrer aux différents opérateurs économiques l'évolution des lois fiscales afin qu'ils s'approprient de toutes les différents changements et prendre les décisions qu'il faut dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Théoriquement, avec la Chambre, il y a un programme de formation, donc de sensibilisation sur toutes les dispositions et les réformes qui
qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc normalement au niveau de la Chambre, il y a tout un programme qui va être déployé. Les attentes, c'est quoi? C'est que tous les opérateurs économiques puissent s'approprier des nouvelles dispositions, parce qu'il y en a pas mal, et pouvoir bien faire leur déclaration fiscale et payer le paiement des impôts. Comme vous l'avez vu en introduction, on a bossé un cadre macroéconomique de l'économie nigérienne, et l'impôt a un poids important dans la mobilisation des recettes fiscales est très importante, et il est important que les opérateurs économiques qui sont les principaux acteurs de cette mobilisation des ressources internes soient mieux informés et outillés pour pouvoir bien faire leurs déclarations et que l'État rentre dans ses droits. Plusieurs acteurs intervenant dans ce secteur concernés par ces nouvelles dispositions étaient également au rendez-vous. Avec les nouvelles dispositions prises, d'abord, nous ne sommes pas souvent, dans tous les cas, c'est la fiscalité. C'est la fiscalité. Tout bon citoyen doit payer sa fiscalité, mais il faut le payer au prorata. C'est ça qui est important. Donc vraiment, pour le moment, puisque nous sommes à mi-parcours de la formation, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits et on a des éclaircissements par rapport à certains points dont nous doutons. L'appel que j'aurais à lancer à l'endroit de mes frères qui sont en train de suivre la formation, vraiment c'est de rester à l'écoute, de rester attentif à la formation, parce que ça y va de notre, parce que la fiscalité, elle est tout autre chose. C'est pas un métier facile que tu arrives à apprendre. La fiscalité, c'est autre chose. Donc il faut très bien suivre pour comprendre et poser les questions quand il faut poser des questions, et là où on doit les poser. Au sortir de cette réunion d'information et de sensibilisation, tous seront bien outillés pour affronter cette nouvelle année qui démarre, pour remplir convenablement leur devoir de citoyen en accord avec les nouvelles dispositions. Lancement hier, samedi 15 janvier 2022, de la première édition du marché du livre. Et c'est le complexe Club de Niamey qui a abrité cette cérémonie en présence de nos reporters Abdulkader Ibrahima et Abdulraouf Deyou. La plupart des passionnés du livre ont marqué de leur présence en cette matinée au complexe Club à cette première édition du genre au Niger dénommée Malan, avec pour thème le livre vecteur du développement socio-économique. Une première édition qui n'a pas du tout été facile comme nous l'explique le promoteur. Le marché du livre et des arts du Niger est un projet culturel porté par l'association politique et littéraire du Niger, soutenu par la maison d'édition dénommée les nouvelles éditions du Sahel. Il est fondamentalement axé sur la découverte du Niger et de l'Afrique à travers sa littérature contemporaine, sa diversité musicale, culturelle, touristique et artisanale. J'avoue que le chemin de l'organisation n'a pas été de repos. Il a même été long et périlleux, et à certains moments de la marche. Dans l'organisation, j'ai eu le sentiment d'être abandonné. Tant dans mes démarches, je me suis heurté à des obstacles qui résident essentiellement dans l'insuffisance et la faiblesse des politiques de promotion du livre commun à nos États africains. À maintes reprises, j'ai partagé l'amer sentiment de confrères promoteurs d'activités culturelles et littéraires qui ne comprennent pas de voir beaucoup de portes se fermer sur eux quand ils décident de révéler à travers un projet la culture africaine. Dans le même temps, d'autres secteurs tels que le sport et le divertissement bénéficient de plus d'attention. Je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion de cette tournée pour adresser un plaidoyer à l'endroit de nos autorités. Aidez-nous, en tant que promoteurs culturels, à donner le meilleur de nous-mêmes et à mieux
Après l'allocution du chef de la délégation ivoirienne, invité d'honneur pour la circonstance, ce fut celle de la représentante du ministre de la Culture qui a officiellement lancé les activités. Le marché du livre et des arts du Niger, Malan, est une activité culturelle qui facilite la visibilité des opportunités du Niger et de l'Afrique à travers particulièrement la littérature contemporaine, la diversité culturelle, l'artisanat. Malan Dige est un produit culturel hors pair, dédié au secteur de la chaîne du livre, mais aussi à la promotion des spectacles et aux projets culturels. En cette même matinée, toujours dans le même cadre de la première édition du marché du livre, nous avons fait connaissance avec un écrivain nigérien, auteur de 3 éditions déjà disponibles. J'ai 3 livres à présenter. Le premier, c'est un livre de travaux pratiques de chimie. J'ai eu un encadrement de l'INDRAP sur les observations et les conseils pédagogiques afin de concilier les aspects techniques et pédagogiques. Donc le contenu de cet ouvrage-là, en fait, c'est un ouvrage qui permet et qui rend possible les manipulations des travaux pratiques de chimie, même dans les écoles les moins équipées. Un professeur peut très bien pratiquer les travaux pratiques de chimie grâce au matériel et aux propositions de matériel adaptable que nous avons fait. A noter que cette première édition s'étalera durant 3 jours pour le grand bonheur de la population nigérienne et des lecteurs en particulier. Déclaration de presse vendredi dernier au siège de l'association alternative Espace Citoyen de Niamey d'une coalition de la société civile nigérienne. L'objectif de cette sortie médiatique est d'informer l'opinion nationale après leur rencontre avec le président de la République, Bazoum Mohamed. Un extrait avec Moussa Kangari. Au cours de cette rencontre, qui a duré de 17h à 21h, le chef de l'État a fait un large exposé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans différentes régions de notre pays, notamment les régions de Difa, Tillabéri, Tawa, Maradi, Agadez et Dosso. Cet exposé a été l'occasion pour le chef de l'État de partager avec les acteurs de la société civile non seulement ses inquiétudes, mais aussi les efforts accomplis et envisagés par le gouvernement pour faire face à la situation. Le chef de l'État a annoncé notamment son intention de réactiver le Conseil national du dialogue politique pour apaiser le climat politique dans le pays, de lutter contre le trafic des armes, de la drogue et du carburant, ainsi que sa disponibilité et son ouverture à toute initiative de la société civile visant à apporter une réponse adéquate à la crise sécuritaire en cours dans notre pays et d'autres pays de la région. En réaction à l'exposé du président de la République, la délégation des acteurs de la société civile, tout en se félicitant de cette initiative de dialogue, a attiré son attention sur un certain nombre de constats amers, plusieurs fois soulignés dans les déclarations et prises de position de la société civile, en particulier les déclarations rendues publiques en mai 2021 et le 8 juillet 2022. La délégation a notamment exprimé ses vives préoccupations quant à la dégradation de la situation sociale, économique et sécuritaire ayant cours dans notre pays, non-respect des textes fondamentaux de la République par les pouvoirs publics eux-mêmes et à la détention arbitraire de plusieurs personnes pour des faits politiques et d'opinion à l'issue des échanges avec le chef de l'État. Et tout en restant vigilant et mobilisé pour la défense des droits humains et la promotion de la bonne gouvernance, la délégation des acteurs de la société civile note avec satisfaction et salue vivement 1. L'engagement pris par le président de la République de ne jamais inquiéter et emprisonner les acteurs de la société civile pour leurs opinions et de ne plus faire entrave
à l'exercice des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté de manifestation, dont il dit avoir lui-même assez joui pour en devenir un prédateur. 2. La volonté affichée du chef de l'État de poursuivre, malgré les obstacles qu'il a lui-même soulevés, la lutte contre la corruption, les fraudes au concours et examen, le recrutement complaisant, le trafic d'armes, de drogue et de carburant, d'équiper et soutenir l'effort de défense et de sécurité, d'entretenir des canaux de discussion et de négociation avec certains éléments de groupes insurgés, ainsi que d'œuvrer à l'apaisement du climat politique dans le pays à travers la réactivation du Conseil national du dialogue politique CNDP. 3. L'engagement du chef de l'État a continué à œuvrer à ce que la justice soit rendue pour les personnes tuées ou blessées lors des tristes événements survenus à Tira, où des éléments de la force Barkhane ont tiré à balles réelles sur des jeunes manifestants. La suite de cette édition, atelier de formation des jeunes de différents clubs de Niamey sur la prévention des conflits liés aux ressources naturelles organisé par le réseau des jeunes volontaires pour l'environnement. Zainab Gagra, reportage. Cette formation organisée par les jeunes volontaires pour l'environnement sur le thème la prévention des conflits liés aux ressources naturelles aux jeunes, financée par Chiga, qui vise à promouvoir l'esprit de volontariat chez les jeunes qui représentent plus de la moitié de la population dans la prévention et la gestion des conflits en tant qu'acteurs qui jouent un rôle important dans la résolution des conflits et l'instauration d'une paix durable. La thématique en elle-même, elle est importante puisque c'est un des modules aussi que j'enseigne dans une autre vie sur la gestion des conflits. Alors, le conflit affecte tout le monde, mais en particulier les jeunes et les femmes. On ne connaît pas à l'échelle du monde de vieux terroristes, de vieux bandits, mais c'est toujours la jeunesse qui est malheureusement utilisée sans de fois savoir pourquoi elle est utilisée. Et je pense que cette formation va participer de cet éveil pour essayer en amont de prévenir, parce que la meilleure façon d'agir, c'est d'éviter. Et pour éviter, il faut prévenir. Et je pense que les formateurs que vous avez sont bien choisis pour justement vous éclairer par rapport à ça. Une occasion aussi pour le président des jeunes volontaires pour l'environnement d'informer ces jeunes sur le changement climatique. Pour nous, la question des ressources naturelles, elle est très importante. Aujourd'hui, quand on parle des ressources naturelles, on pense aux agriculteurs, aux éleveurs, mais au-delà, tout ce qui concerne les ressources naturelles dont une communauté dispose, si ces ressources ne sont pas gérées de manière rationnelle, de manière durable, cela peut amener des conflits. Vous avez sûrement entendu quand on parle du pétrole, par exemple, les gens disent toujours que c'est la question du malheur. Partout où il y a du pétrole, il y a des guerres. Partout où il y a de la forêt, il y a des conflits. Donc c'est entre autres. Donc pour nous, c'est de comprendre ensemble qu'est-ce qui amène souvent les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs ou bien les exploitants d'une ressource. L'implication des jeunes dans la prévention des conflits est indispensable. Cet atelier va nous permettre de comprendre en tant que jeunes, même si on n'a pas d'espace cultivable et tout, mais on vient tous d'un village, on a tous des parents où on a une manière en tout cas en tant que jeune leader d'influencer les autres. Donc c'est pourquoi il est important qu'on comprenne ces aspects et qu'on puisse agir de manière conséquente pour non seulement contribuer à une gestion durable des ressources naturelles, pour que les ressources-là ne soient pas pour nous seulement. Parce qu'il y a les générations futures. Après nous, le Niger va continuer. Donc il faut que nous, on amène aussi dans une compréhension de gestion, d'exploitation rationnelle pour qu'on puisse en jouir et permettre à ce que nos enfants, nos petits-enfants puissent également en profiter. Espérons que cet atelier qui a pour but de réduire les risques de conflit
liée au partage et à l'exploitation des ressources naturelles permet à ces jeunes, à l'issue de cette formation sur la prévention des conflits liés aux ressources naturelles, d'apporter leur part de contribution en sensibilisant les autres jeunes pour l'instauration d'une paix durable dans l'environnement. Café citoyen organisé par le réseau des jeunes volontaires pour l'environnement, et c'était le vendredi dernier dans l'après-midi à leur siège en présence de notre reporter Ibrahima Abdelkader. La gestion des conflits fonciers, la sensibilisation de la population par rapport à l'exploitation des ressources naturelles, telle est la thématique de ce café citoyen organisé pour la énième fois par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Plusieurs échanges constructifs entre participants ont marqué ce rendez-vous. Le but, c'est quand même d'échanger autour de ces sujets très importants, surtout à l'endroit des jeunes, pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes de gestion non violente de ces types de conflits qui existent au Niger, surtout à travers le code rural, mais également à travers beaucoup de stratégies de gestion non violente qui sont développées par des structures de la société civile et qui ont porté des fruits. Donc également l'intérêt pour nous, c'est de permettre qu'il y ait plus de discussions autour de ces sujets, parce que vous savez, la question de l'exploitation des ressources naturelles est impactée par les changements climatiques. Donc quand on met les liens changement climatique et sur exploitation des ressources naturelles, cela ne peut que souvent dégénérer vers des conflits. Et alors, comment ces conflits sont perçus, sont gérés au niveau local et même au niveau national? C'est de cela qu'il s'agit. Et quel est par rapport à la réglementation? C'est ça le rôle du code rural, avec les différentes commissions, avec les schémas d'aménagement foncier qui existent, entre autres. Et donc c'est pour nous d'échanger autour de ces aspects pour qu'on puisse comprendre, parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est vraiment l'intérêt que les gens apportent à cette question de la gestion du foncier en milieu rural. C'est en effet que vraiment, ça a été beaucoup plus participatif que je ne l'espérais. Vraiment, ça a été pour moi un succès. C'est aussi un bonheur, un plaisir pour moi de venir échanger avec eux par rapport aux questions foncières, à la gestion du foncier en milieu rural. A signaler que les conflits fonciers sont fréquents en milieu rural et la loi prévoit une procédure de résolution des conflits qui n'est pas toujours bien appliquée. Cérémonie de clôture au cours de cette semaine dans les locaux du Centre culturel américain de l'atelier de formation des journalistes et communicateurs du Niger, une initiative de APAC Niger. Plus de détails avec Ibrahima Abdelkader. La désinformation, le multimédia, les réseaux sociaux et la viabilité des médias, c'est le thème de cet atelier de formation des journalistes et communicateurs des 8 régions du Niger. Un atelier qui a clos ses activités en ce jour dans les locaux du Centre culturel américain. Une initiative de l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger, financée par l'ambassade américaine. C'est au total une 60aine de journalistes qui ont été formés à travers tout le Niger 2 semaines durant. Pendant des décennies, les États-Unis ont œuvré pour soutenir une presse responsable, bien formée et libre au Niger. Cet engagement remonte au premier jour du Niger en tant que nation indépendante. Ce qui rend cette formation unique, cependant, c'est que l'Université du Missouri, qui abrite la plus ancienne école de journalisme des États-Unis, a envoyé 3 professeurs pour le diriger. Mon souhait est que ça soit un partenariat formel pour l'avenir du journalisme au Niger. Je vais remercier le Conseil supérieur de la communication qui a toujours accompagné notre association dans ses activités. Je vais remercier également les organes de presse qui ne cessent de faire notre visibilité et qui surtout collaborent avec nous dans ce genre d'initiative. Et le Conseil national de la jeunesse aussi, parce que les jeunes sont la grande population internaute. Donc je vais les remercier pour avoir participé également à cette série de formations. C'est un honneur pour nous, cela veut dire que nous sommes quand même assez crédibles sur le terrain
Et cela, c'est grâce à vous, chers confrères et consoeurs, qui croient à notre organisation. Plusieurs témoignages de satisfaction ont été décernés aux journalistes ayant participé à la dite formation. APAC, Niger et l'ambassade américaine ont promis de continuer dans ce sens pour donner encore plus de crédibilité à la presse nigérienne. Sur tout un autre plan, le siège du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SENACEP a servi de cadre au cours de cette semaine à un point de presse organisé par la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation en vue d'examiner la situation critique que vivent les enseignants. Suivons donc la teneur de ce point de presse avec le secrétaire général du SENACEP. Après les élections générales, il y a eu quand même une nouvelle équipe gouvernementale qui a été mise en place et nous nous sommes dit que avec les engagements pris par le président, nous en tant que responsables, on est obligé de les mettre d'abord devant les faits. Il fallait les mettre devant les faits pour voir de quoi ils sont capables. Le président de la République a pris d'importants engagements par rapport au secteur de l'éducation et surtout pour les enseignants. Nous nous sommes dit, mettons-les devant les faits pour voir jusqu'où nous allons partir. Sur la question des pécules, à plusieurs reprises, parce que le président a eu à rencontrer la dynamique en mai et en octobre. À toutes ces deux rencontres, les points principaux sur lesquels nous avons débattu, c'est d'abord la question des pécules et la question du recrutement. Parce que ça fait partie des points sur lesquels actuellement nous sommes en train de négocier avec le gouvernement. S'agissant des pécules, ce n'est plus la tradition où on dit que c'est les États qui ne sont pas prêts. Parce qu'aujourd'hui tout est informatisé, c'est le ministère des Finances qui prépare, qui envoie et qui fait le virement. À la dernière rencontre, on nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de problème de trésorerie. Et même si on nous pose le problème de trésorerie, nous ne pouvons pas comprendre ce problème parce que à l'heure actuelle, les salaires ont été payés déjà le 22 ou le 23 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier. Les pécules du mois de décembre ne sont pas payés. Rien ne peut expliquer et rien ne peut nous convaincre qu'on n'ait pas pu avoir la possibilité de payer ces pécules à temps. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit à la dynamique que ce que vous faites en cachette, nous allons sortir vous le dire ouvertement. Le tempo social est le même autant pour les contractuels que pour les fonctionnaires, autant pour les autres agents que pour les enseignants. Donc nous sommes soumis à la même pression socio-économique, il n'y a pas de raison. Et nous avons la conviction que si les 74 000 enseignants contractuels étaient des soldats armés, on n'aurait pas mis 20 ans à ne pas être capable de stabiliser le paiement des pécules à terme. Donc pour nous c'est du mépris. C'est faisable et la dynamique tiendra pour que cette question soit réglée une fois pour toutes. Pour ce qui est des négociations, le gouvernement a décidé que le partenaire idéal, le seul, l'unique, le valable, c'est la dynamique et que désormais qu'on lui appelle plus personne d'autre que la dynamique. Nous avions demandé à tous les autres regroupements d'être là avec nous, à tous les autres syndicats de faire un seul bloc. Après que la dynamique ait été créée, nous avons vu d'autres regroupements pousser. Nous allons espérer et prier avec nous pour que tous comprennent qu'il faut qu'on soit ensemble devant le même gouvernement. Sur ce qui est de Niger Post, le principe de libérer les contractuels pour aller là où ils veulent est acquis. Mais le ministre des Finances demande 3 mois pour évaluer l'impact et les risques avec cette libéralisation. La dynamique a pensé que 3 mois c'est trop. Ils avaient demandé 3 mois, ils ont pris 6 mois, aujourd'hui ils sont à 3 ans. Nous pensons que c'est suffisant pour dire qu'on a fait le point sur les effectifs, le contrôle des effectifs des contractuels, mais aussi la question de savoir si les autres institutions sont capables ou pas. Donc la dynamique table sur 1 mois pour libérer les contractuels. Mais le ministre des Finances continue à insister qu'il faut les 3 mois d'évaluation. Les négociations sont encore en cours parce que nous sommes en train de vous faire le point à mi-parcours des négociations, pas les accords, pas les décisions.
Éducation toujours avec le CG8 de Niamey qui a célébré jeudi dernier sa rentrée culturelle au sein de la dite école. Une rentrée culturelle qui a pour thème le système éducatif nigérien, quelle perspective. Et c'était en présence des professeurs et élèves du CG8 et plusieurs autres invités, parmi lesquels nos reporters Mohamed Issoufou et Abdou Nasser Abdou. Cette journée culturelle organisée par le comité exécutif du CG8 de Niamey est une journée rentrant dans le cadre des activités extrascolaires, une façon de faire revivre la culture au Niger. C'est aussi un moment de rencontre entre enseignants, enseignés et anciens élèves du CG8. Pour le représentant du proviseur du CG8, ces moments de retrouvailles montrent combien il accorde une importance capitale à la culture nigérienne et à saluer le corps professoral qui donne le meilleur d'eux-mêmes pour que ces élèves d'aujourd'hui soient les leaders de demain. Le CSAKSS ex-CG8 a ouvert ses portes le 1er octobre 1980 et compte aujourd'hui 1970 élèves, dont 814 garçons, 1116 filles, enseignés par 55 professeurs charismatiques, chevronnés, compétents, efficaces, efficients, engagés, pédagogues, psychologues, et la liste est longue, car tout comportement obéit à une règle. Toute règle est une règle de comportement. Pour cette année académique, la rentrée culturelle 2021-2022 est placée sous le thème « Le système éducatif nigérien face à la situation du moment ». Quelle perspective? Pour le secrétaire général du comité exécutif du CG8, le choix de ce thème n'est pas fortuit. Pour rappel, le choix de cette thématique n'est pas fortuit. D'une part, c'est une véritable occasion pour notre structure de faire l'état de lieu des difficultés que fait face l'école nigérienne à travers des défis énormes sans risque de se tromper, tels que la situation sécuritaire dans certaines localités du pays, les problèmes des ressources humaines, l'infrastructure et la recrudescence de la maladie à coronavirus. Cependant, j'en appelle aux camarades au respect strict des protocoles et mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. Chers invités, cette grande rencontre annuelle des élèves du CSAKSS est d'autre part un cadre d'échange avec les camarades et ceux des autres établissements voisins. Enfin, je profite de cette occasion pour remercier les anciens cadres du CSAKSS qui se sont succédés afin de reconnaître les efforts déployés pour la défense des intérêts matériels et moraux et tout simplement pour l'amélioration des conditions de vie des scolaires. Au cours de ces assises, le groupe Amis Fidèles qui étaient les premiers élèves du CG8 a dédié une chanson en mémoire de leurs souvenirs et une façon de témoigner leur satisfaction au CG8 qui a à sa tête aujourd'hui comme proviseur un ancien élève issu de la première promotion du CG8. Bouclons cette rétrospective de la semaine avec la revue de presse hebdomadaire comme chaque semaine. Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon début de semaine. Imbroglio malien, la CEDEAO opte pour la fermeté. Écrit dans ses titres, le journal Nia Info. Nia Info qui rapporte que bien c'est ainsi. C'est bien pour plier les chaînes des promoteurs d'une transition militaire qui perdure, qui s'engouffre dans les sentiers battus, qui chaque jour pousse le Mali au bord du gouffre, qui, pire, préfigure une régression brutale de notre civilisation, un effondrement certain ou une disparition complète de la forme républicaine de nos États. La fermeté dont fait montre
suivre la CEDEAO, c'est aussi bien pour protéger les transitions démocratiques en cours dans notre espace et dans une large mesure dans les pays subsahariens. C'est également bien pour renforcer la culture démocratique et nourrir les réflexes qui lui sont associés. C'est bien pour l'avenir de nos jeunes nations qui ont déjà trop souffert d'innombrables irruptions des militaires sur le terrain politique alors qu'ils sont censés s'occuper de la mission qui leur est dévolue. Assurer la défense et l'intégrité du territoire national, c'est bien pour l'histoire tout court. Nous ne dirons que les dirigeants de notre organisation régionale n'ont pas joué leur partition lorsqu'un pays frère et ami traversait une période de grande tragédie due en grande partie à l'aveuglement de certains de ses fils et filles, à leur refus de penser et de raisonner, à leur fâcheuse tendance à rendre l'autre responsable de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ne sont pas, de ce qui leur arrive ou de ce qui ne leur arrive pas. Écrit toujours le confrère qui poursuit: Mali courant et Mali nouveau, mais pas tout de suite. Quelle contradiction, s'exclame le journal. Pourquoi pas un Mali nouveau ici et maintenant, se demande le confrère. Pourquoi retarder l'avènement de ce Mali nouveau que les Maliens et tous les pays frères et amis du Mali appellent de tous leurs voeux? S'interroge toujours le journal, qui estime que les mesures prises par la CEDEAO traduisent l'engagement ferme de notre organisation régionale à défendre des valeurs universelles et lutter contre un dangereux populisme qui pousse certains à croire que Assimi Goïta est un messie capable de régler les problèmes du Mali, redresser tous les torts faits à ce pays depuis les traites négrières jusqu'à nos jours. Loin s'en faut, s'exclame le journal, qui écrit que d'ailleurs, si l'on schématise, on verrait que le populisme de Goïta rappelle étrangement celui d'Hitler à ses débuts. On peut soupçonner que ce soldat n'ait aucune intention de quitter le pouvoir selon le journal, même après les 5 ans. Rien ne prouve le contraire jusqu'ici. Nous devons tous nous inquiéter de ces étranges ressemblance entre l'approche et les hyperboles de Goïta et celle du soldat et nationaliste Hitler à ses débuts. Nous laissons aux historiens et aux politistes le soin de s'occuper de cet aspect et de nous édifier sur l'obsession de rester au pouvoir et le risque des dérives totalitaristes que cela comporte. Goïta, un dictateur en herbe, s'interroge le journal, pour qui, ce qui est sûr, il a certains attributs qui le rapprochent davantage à un homme d'une autre époque, d'un autre lieu. En tout cas, selon le journal, il ressemble de plus en plus à un berger perdu. Il ne pourra amener son peuple qu'à un suicide collectif. Il tire le Mali vers le bas et dans sa chute, le Mali risque fort de percuter ses voisins et de les y entraîner, estime le journal. Quant au nouveau républicain, il estime dans sa parution que la CEDEAO ne travaille pas pour l'Afrique. Elle ne travaille pas pour ce peuple et elle ment parce qu'elle ne travaille pas pour la démocratie. Ceux qui ne sont pas des démocrates bon teint, peuvent-ils faire émerger la démocratie? S'interroge le journal, pour qui tous, pour un acte ou pour un autre, ne sont que des faux démocrates. Mais où était-il quand Ibeka violentait et domestiquait la démocratie dans son pays et quand Alpha Condé, devenu puissant par un pouvoir que le peuple lui confiait, refusant de se plier au jeu de la démocratie, forçant un troisième mandat totem? Où était-il quand, usant de faux fuyants, Alassane Dramane Ouattara, emprisonné, poussé à l'exil et se taillait au nom d'argutie qui donne la nausée, un troisième mandat que la même France et ses démocrates tropicaux pouvaient comprendre et tolérer? Quand enfin, pour nous en tenir à ces 3 derniers exemples, au Bénin, Patrice Talon peut emprisonner des adversaires politiques, empêcher Adobe de se présenter pour se frayer un boulevard pour aller à la marina non sans gloire, quand le président togolais, sur le sang de son peuple réprimé, peut asseoir un mandat que son peuple n'était pas prêt à lui donner, quand enfin au Niger, Issoufou Mamadou peut décider de ceux qui peuvent se présenter aux élections, et lorsque pourtant son entourage est fait de voleurs et de brigands que la justice ne peut atteindre et qui peuvent eux aller aux mêmes élections, et surtout quand aussi au vu de tout le monde, son système peut braquer des élections pour s'imposer et imposer son nom à un peuple auquel il dénie le droit, son droit de se choisir un président.
Comment donc ces hommes, s'ils avaient un peu de pudeur politique, peuvent-ils aujourd'hui s'acharner contre le Mali au point d'oublier le cas guinéen pour faire croire qu'ils défendent la démocratie que la transition cherche à asseoir sur des bases durables, et notamment quand elle aura pacifié un territoire aujourd'hui gagné par la violence terroriste. Mais on le sait selon le journal, la CEDEAO n'agit pas par elle-même, elle agit pour la France qui aurait pu avoir les mêmes intransigeances pour la Guinée. Mais puisque le pays n'invitait pas les Russes et leurs roigneurs, elle peut faire montre d'indulgence à son égard. Là est l'enjeu, écrit le journal. À propos toujours de cette situation, le Monde d'aujourd'hui rapporte que le Niger est parmi les pays non amis du Mali. Une aberration monumentale, écrit en gros dans ce titre, le journal. La lutte du peuple malien pour recouvrer sa pleine souveraineté et l'intégrité de son territoire vis-à-vis de la France, qui mène une politique pour le moins contestable au Mali, a atteint un niveau critique avec les décisions issues du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, tenu le 9 janvier 2022. Le journal écrit qu'à l'issue de ce sommet, les chefs d'État ont décidé de toute une batterie de mesures, les unes plus extrêmes que les autres. Entre autres mesures, il a été décidé de la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, ainsi que la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, notamment la BIDC et la BOAD, des mesures pour le moins draconiennes qui ont choqué les opinions publiques des pays de la CEDEAO, où l'on note une solidarité totale avec le Mali, la sympathie vis-à-vis des autorités actuelles du Mali et l'adhésion massive pour une solidarité avec le peuple malien sont d'autant plus fermes que ces dernières mesures. La main de la France qui cherche manifestement à défaut de pouvoir pour suivre sa politique au Mali, comme il l'envisageait, a étouffé financièrement ce pays. Un pays avec lequel le Niger en particulier partage bien plus qu'une frontière. Le journal écrit plus loin que les autorités nigériennes qui ont même interdit le survol de l'espace aérien national aux avions russes à destination du Mali font sans doute preuve de zèle excessif dans le dévouement à servir les intérêts de la France. Ce que Diori Amani, au lendemain de l'indépendance du Niger, a refusé avec obstination à la France, les autorités actuelles l'ont offert à l'Élysée avec beaucoup d'enthousiasme, écrit le journal, qui poursuit que c'est contre un État voisin avec lequel le Niger partage certes une frontière, mais également un peuple, une géographie, des traditions et coutumes, une économie, etc. Dans cette confrontation avec un pays voisin et frère du Niger, comme l'évoquent si fièrement les gouvernants des deux pays en certaines occasions, la position des autorités nigériennes surprend et choque à la limite. Quant au journal Le Hérisson, il est écrit à propos de ces sujets dans ses titres, ces sanctions qui font perdre le self-control à Bamako. Qu'en a-t-il été de la réaction du régime de la transition malienne après les sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO, s'interroge le journal qui répond impulsive et puérile. Qualifié un observateur, après même que les deux organisations ouest-africaines laissent une porte ouverte aux négociations, les sanctions font l'objet d'un réexamen de leur levée progressive lorsqu'un chronogramme acceptable et agréé par la CEDEAO aura été finalisé et que des progrès satisfaisants auront été enregistrés dans la mise en œuvre du programme des élections. D'ici le communiqué final du sommet d'Accra, la junte militaire par son communiqué, visiblement rédigé sous le coup de la colère, la referme en opposant la réciprocité proportionnelle aux sanctions prononcées à son encontre. Bamako fait preuve d'un manque criard de sagesse. En quoi le Mali peut-il faire souffrir les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA autant qu'il en pâtira, s'interroge le journal, pour qui il n'a pas la capacité de gêner des avoirs des pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il ne peut mettre en œuvre une force en attente dans les pays membres de la CEDEAO. Ridicule de sa part d'annoncer la fermeture de ses frontières déjà fermées. Heureusement que le message à la nation prononcé par le président de la transition Assimi Goïta, dans lequel il évoque leur disponibilité à négocier, est venu remettre à sa place au Parlement du rire des Maman, Gowou et consorts la spectaculaire sortie effrontée du colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du gouvernement Shogel Kokala Maïga, effectuée quelques heures auparavant, ce qui dénote selon le journal par ailleurs de l'immaturité des hommes qui dirigent
juge le mari, pris visiblement dans le piège des flatteries distillées sur les réseaux sociaux qui sont loin de la réelle politique. Puis, actualité à travers les journaux, le Courrier s'est intéressé cette semaine à l'alliance et les bisbilles autour des postes de conseillers à l'Assemblée nationale. Seyni Oumarou, sous le coup d'une motion de défiance, s'interroge en gros le journal dans sa parution. Le président de l'Assemblée nationale et non moins président du MNSD Nassara, Seyni Oumarou, serait-il sur la sellette, se demande le journal. Selon des sources politiques autorisées, il est l'objet de violentes attaques en sourdine de la part des pontes du PNDS Tareya, qu'il accuse de pécher dans les eaux roses. Seyni Oumarou profitera de sa station de président du Parlement pour offrir des postes de conseiller à l'Assemblée nationale à tour de bras de la clientèle politique. En échange, il exigerait et obtiendrait l'adhésion à son parti. Sa zone de prédilection, la région de Tawa où il s'appuierait sur les bons offices de transfuge du PNDS Tareya. Le nom du député Amaassa, ancien militant du PNDS Tareya, est abondamment avancé comme celui qui, parmi d'autres, serait très actif dans ce jeu trouble que les pontes régionaux du PNDS Tareya n'arrivent pas à digérer. L'affaire fait grincer, selon le journal, des dents dans les rangs du Parti Rose et une campagne de dénigrement est actuellement orchestrée en vue de salir le président de l'Assemblée nationale. Combien de postes de conseillers existent-ils aujourd'hui pour justifier les cris de frais du PNDS à Tareya, se demande le journal qui rappelle que sous Ousseini Tini, des sources politiques crédibles indiquent que les nombres de postes de conseillers à l'Assemblée nationale, toutes catégories confondues, seraient de 1403. Un nombre impressionnant qui a suscité des mêmes acteurs, relèvent les sources du journal, aucune désapprobation. Pour le PNDS Tareya, le député Amaassa a quitté le Parti Rose pour le MPR Jamhouria. Aurait-il migré vers le MNSD Nassara pour travailler pour le compte de Seyni Oumarou au recrutement des militants dans la région de Tawa? C'est une demande, le journal qui estime que quoi qu'il en soit, au PNDS Tareya, où on a la gâchette facile, l'attitude du président du MNSD Nassara n'est pas tolérable. Et selon certains pontes roses, il faut lui donner une bonne leçon. Une notion de défiance confitante pourrait être envisagée à l'encontre de Seyni Oumarou, qui, selon les sources concordantes, accepte d'annuler toutes ces nominations de conseillers à l'Assemblée nationale. Le PNDS Tareya veut y voir plus clair et compte faire l'audit de ces postes en nombre et en qualité, c'est-à-dire l'identité politique des bénéficiaires. Puis dans les colonnes de l'enquêteur, l'on peut lire « Il n'y a aucun sérieux dans cette lutte contre la corruption prônée par M. Bazoum ». Omar Hamidou Tchana passe au crible les 9 mois de Bazoum Mohamed au pouvoir, rapporte l'enquêteur dans ses colonnes. Le leader de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amen, fait une analyse sans concession. Le chef de l'État court en échec et écrit toujours le journal. M. Bazoum Mohamed a promis une lutte implacable contre la corruption. Mais à l'épreuve des faits, on se rend compte que c'est de la poudre de plein. Il fait partie du triumvirat qui a enfanté ce système mafieux. Nourri au petit lait et alimenté à tire-larigot des marchés faramineux. Dans l'émission Appel sur l'actualité, une émission de RFI enregistrée le 13 décembre 2021 à Niamey, j'ai dit qu'il va être difficile pour lui d'entreprendre une lutte contre ce fléau, rapporte toujours Ladan Tchana dans ce journal. Certes, il en a les moyens, mais je suis sûr qu'il ne le fera pas parce qu'il a battu campagne avec les concernés. Et certains auraient même participé au financement de sa campagne. Prenez par exemple l'affaire de la défense nationale. Récemment, l'État a renoncé à se constituer partie civile sous prétexte qu'il a été indemnisé. On parle d'une affaire de 116 milliards. Écrit le journal qui estime qu'elle est revenue à 12 milliards de francs CFA. On dit que ces 12 milliards de francs CFA constituent le montant qui a été remboursé par les corrupteurs. Et qu'en est-il des corrompus? S'interroge le journal, pour qui il faut bien qu'on nous le dise. Dans l'ordonnance du doyen des juges, il est dit que les opérateurs épinglés ont été poursuivis pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics, alors même qu'il existe un décret qui permet justement l'octroi des marchés de gré à gré en ce qui concerne le matériel de sécurité. On parle de poursuite, sachant qu'il existe un texte qui peut disculper ces opérateurs économiques indélicats. Il n'y a aucun sérieux dans cette lutte contre la corruption prônée par M. Bazoum. S'il est vrai qu'il veut lutter contre la corruption, qu'il ordonne un
audit par un cabinet international indépendant des marchés liés aux équipements de sécurité. Et c'est là la réponse d'Omar Hamidou Tchana face aux questions du journal L'Enquêteur. Politique toujours, on peut lire dans les colonnes du journal Hérisson quand l'opposition vide son contentieux électoral introduit à la Cour de la justice de la CEDEAO. Depuis sa débâcle électorale, la coalition pour l'alternance politique CAP 2021 n'arrive pas à trouver le tempo. Le samedi 8 janvier 2022, rappelle le journal, elle a carrément raté sa sortie. Une seule expression et la voilà qui se retourne contre elle-même. L'obsession Issoufou Mahamadou, c'est ça qui poursuit notre proposition. Voici bientôt 11 ans que M. Mahamadou Issoufou est président du Niger, affirme la CAP 2021. De quel Niger parle-t-elle, se demande le journal qui estime que ce conseil est qu'elle sait. Il y a eu des élections dans ce pays, dans la période 2020-2021, auxquelles elle a participé et à l'issue desquelles il y a eu des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'est Mohamed Bazoum, élu à la magistrature suprême au second tour de la présidentielle tenue le 21 février 2021 et sa coalition qui s'en est bien sortie, très bien même, emportant l'essentiel des communes du Niger et une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Les perdants, c'est Maman Ousmane, challenger malheureux de Mohamed Bazoum et sa coalition appelée à une longue traversée de désert. Le règne d'Issoufou Mahamadou est donc derrière nous, avec le mérite d'avoir donné au Niger sa première alternance démocratique civile. Ce rappel est important selon le journal pour le militant ou le sympathisant de l'opposition politique perdue par la déclaration de la CAP 2021. En feignant de reconnaître l'élection de Mohamed Bazoum à la magistrature suprême, Mahaman Ousmane et ses compagnons du jour ne contestent pas que sa légitimité, mais par là même le journal écrit qu'ils optent toute la substance de la saisine de leur contentieux électoral introduit auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est en effet l'élection de Mohamed Bazoum qu'elle conteste qui donne toute sa substance à sa requête auprès de la justice communautaire. Mahaman Ousmane a donc intérêt à ne pas nier l'existence de la présidence Bazoum Mohamed. C'est avec lui qu'il a boxé en 2021 qu'il voit ce qu'il est aujourd'hui, le challenger de l'actuel président de la République duquel il tire le respect et la considération de ses camarades de l'opposition. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.